nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Un couple texan à qui tout sourit. Ils étaient amoureux, un couple solide. Une violente agression. The husband and wife were attacked. They both received multiple stab wounds. This was Rivercrest. On était à Rivercrest. Il n'y a pas de meurtre dans ce quartier. À l'origine de la tragédie, un terrible complot motivé par l'appât du gain. Quel choc. Personne ne voulait y croire. Un crime impensable et une famille réduite en miettes. Tout de suite dans cet épisode de Crime en haute société. Le 12 mars 1992, à 3h30 du matin, on vient frapper à la porte de résidents de Rivercrest, une banlieue luxueuse de Fort Worth. C'est le voisin, le riche homme d'affaires, Jack Koslow. Forward 911, what is your emergency? Okay, there's been an assault with injuries. His wife's been stabbed. Okay, his wife's been stabbed? Oh, God. Okay, stay on the line, okay? Okay. Okay, tell him. Okay, we're going to get MedStar on the way. Okay, we can't talk to anyone. Okay. La police et les médecins se hâtent d'arriver sur place. On le reconnaissait à peine. Il était couvert de sang. Il affirmait que des intrus les avaient attaqués et que sa femme Karen était blessée, qu'elle avait besoin d'aide. Les policiers retrouvent la porte arrière de la maison des Koslow ouverte. Ils suivent des traces de sang jusqu'en haut de l'escalier. À l'intérieur de la chambre, ils trouvent le corps de Karen Koslow, âgée de 40 ans. Elle était allongée par terre à côté du lit, à plat ventre. Il y avait de nombreuses taches de sang, dont une très grosse sous elle. La mort est prononcée sur les lieux du crime. Karen avait un traumatisme à l'arrière du crâne, provoqué par un objet contondant. Elle avait une plaie très profonde au niveau de la gorge suite à un coup de couteau. Elle s'étendait d'une oreille à l'autre en dessous du menton. Elle avait essayé de mettre les mains devant le visage pour se protéger. Son mari survit miraculeusement à cette terrible agression. Les médecins s'occupent de lui pendant que les enquêteurs l'interrogent pour obtenir des informations. Il était blessé à la tête. Il avait reçu un coup de couteau au niveau de la gorge et sa mémoire était embrouillée. Il leur apprend que c'est l'alarme qui les a réveillés, sa femme et lui. Il a entendu qu'on montait l'escalier en courant. La porte de leur chambre s'est ouverte brusquement. Il a essayé d'attraper une arme dans son placard. Il en avait plusieurs. Il a entendu deux voix dire « Tout le monde à terre, pas d'armes, à terre ». On les a frappés avec un objet dur. Il a dit avoir vu des étoiles et que tout était devenu confus. Quand Jack reprend ses esprits, il est désorienté et il voit flou. Il aperçoit Karen immobile, allongée sur le sol, et essaie d'appeler à l'aide. Il dit s'être saisi du téléphone, l'avoir retourné pour essayer de s'en servir. Il a titubé jusque dans la rue et est allé frapper chez ses voisins. Alors que la police continue de chercher des indices dans la maison, Jack est transporté d'urgence à l'hôpital. On a tous pensé que c'était un vol. Ce couple était très riche, avait une belle maison dans un quartier chic. On s'est dit que des cambrioleurs étaient entrés et avaient pété les plombs. Rivercrest n'est pas le genre de quartier où on appelle la police au milieu de la nuit en étant couvert de sang. Beaucoup de vieilles familles fortunées y ont élu domicile. Les Bass, les Hyder, les Carter. Et soudain, leur rue grouille de policiers et de journalistes. On a vite compris que cette affaire allait faire parler d'elle. Le chef de la police de Fort Worth a lui-même répondu à l'appel. Ce n'était pas courant qu'un chef de la police d'une grande ville se charge en personne d'un appel pour meurtre. Au vu de la violence des faits, les enquêteurs pensent que ce n'est pas simplement un cambriolage qui aurait mal tourné.
Ça n'avait pas l'air d'être un cambriolage. Même si la maison était dans un sacré désordre, le vol ne semblait pas être la motivation première. La chambre était pleine de sang. C'était très perturbant. Il y avait vraiment eu des actes d'une violence rare dans cette pièce. On avait défoncé le verrou de la chambre. Il y avait une empreinte de chaussure sur le bois. On avait clairement forcé la porte. On a retrouvé un sac dont le contenu avait été répandu par terre. Il y avait des taches de sang un peu partout dans la pièce et le sol du couloir était lui aussi plein de sang. Et il y avait un couteau avec du sang par terre. Mais le tueur n'est apparemment pas arrivé avec l'arme. Quelqu'un avec les mains couvertes de sang a fouillé les tiroirs de M. Koslow. Dans le tiroir du haut, les policiers trouvent un couteau identique. On avait tiré le plus grand des deux de son fourreau et il gisait à présent sur le sol de la chambre derrière le bureau. Il était couvert de sang. Il semblait que c'était le couteau de M. Koslow lui-même qui avait servi pendant l'agression. Après le terrible récit des événements fait par Jack Koslow, on découvre que son propre couteau aurait servi au meurtre de sa femme. Les enquêteurs commencent à se demander si l'homme d'affaires leur a tout dit. Il avait déclaré que l'alarme s'était déclenchée, mais apparemment la compagnie de sécurité n'aurait reçu aucun appel de la maison des Koslow. Le lendemain même du meurtre de Karen Koslow à Rivercrest, la police pense déjà que le coup a pu être monté par un proche de la famille. Fort Worth va connaître un scandale sans précédent. At least 2 individuals forced open the bedroom door. The husband and wife were attacked. They both received multiple stab wounds and lacerations. She was on the floor of the bedroom, and we don't know how many times she has been stabbed or shot yet. La nouvelle du meurtre de Karen Koslow se répand rapidement dans le petit quartier tranquille de Rivercrest. Tout le monde s'intéresse à l'affaire. La violence de l'agression, des résidents battus dans leur chambre, le mari inconscient, l'épouse poignardée. Et la police ne savait pas ce qui s'était passé. We feel real safe. Until now, I think it's going to make a lot of people question when they run to the grocery store and leave their doors open. Jack accuse 2 intrus. Mais dans toute la ville, on commence à se demander s'il n'a pas menti. Comme on dit ici, Fort Worth est la plus grande petite ville au monde. Ça jase dans tous les sens. Tout le monde se demandait ce qui s'était passé. Tout Fort Worth en parlait. Un membre de la communauté était mort. Jamais une affaire n'avait suscité autant d'intérêt. Que ce soit en se promenant dans les allées du musée Kimbell ou en dégustant un bon repas mexicain, toute la ville n'a qu'un sujet sur les lèvres. Et le suspect idéal n'est autre que le mari. Quand quelqu'un est assassiné au sein d'un couple et que l'autre survit, on soupçonne toujours celui ou celle qui s'en est sorti. La police s'est d'abord concentrée sur le fait que soit l'alarme n'était pas branchée, soit elle ne s'était pas déclenchée. Ce n'était donc ni un vol, ni un cambriolage. On a rapidement parlé des terribles blessures dont avait été victime Karen Koslow. Jack, lui, avait survécu. Ça a très vite éveillé les soupçons. Sa femme s'est quasiment fait décapiter et lui, sans défense, a réussi à s'en sortir. On soupçonnait M. Koslow d'être coupable et d'avoir monté toute cette mise en scène pour qu'on croie à la présence d'intrus. Les experts médico-légaux continuent de fouiller la maison pendant que les enquêteurs se penchent sur la famille qui l'habitait. Quand on a commencé notre enquête, on a découvert que c'était un mariage réussi. Il n'y avait a priori pas de problème entre eux. Tout le monde les pensait amoureux, mais il n'y avait pas de rumeurs de dispute ou d'infidélité éventuelle. Ils renvoyaient vraiment l'image d'un couple heureux. Jack Koslow et Karen Courtney se rencontrent alors qu'ils travaillent pour la Texas American Bank au début des années 80. Karen, une jeune femme issue d'une famille fortunée de producteurs de pétrole, travaille notamment pour le Fort Worth Ballet et participe à plusieurs œuvres caritatives. Jack et elle tombent amoureux et se marient en 1983.
Ils faisaient partie du gratin, du beau monde de Fort Worth. Mais Jack a un passé dont il ne peut se débarrasser. Suite à un divorce difficile quelques années plus tôt, il entretient des relations délicates avec son ex-femme et sa fille alors adolescente. Christy avait été adoptée. Ses parents, Paula et Jack Koslow, ont divorcé quand elle était jeune. Il y avait énormément de tension entre les deux femmes. Elles ne s'appréciaient pas. Elles se méprisaient même. Tous les amis de Paula savaient qu'elle n'aimait pas Karen. Elle ne s'entendait pas du tout. Elle estimait que si Christy avait des conflits avec son père, c'était à cause de sa belle-mère. Jack est prêt à tout pour faire le bonheur de sa fille. C'était une enfant gâtée, comme nous tous. Elle a été élevée comme moi. Il lui suffisait de demander quelque chose pour l'obtenir. La discipline, elle ne connaissait pas vraiment. C'était une sale gosse. Elle estimait qu'elle méritait toujours plus. Mais Jack n'a pas seulement une adolescente trop gâtée à gérer. Au début des années 90, il perd sa place à la banque. Il crée son entreprise de consultant, mais il gagne moins qu'avant. On a commencé à évoquer la question des finances de la famille. Jack Koslow avait perdu son travail. Karen et sa famille avaient beaucoup d'argent. Du coup, on s'est demandé s'il n'y avait pas un contrat d'assurance qui aurait pu motiver cette terrible agression. 3 jours après le meurtre, toute la bonne société de Fort Worth assiste aux funérailles de Karen. Christy ne prend pas la peine de s'y rendre. Mais, à la surprise de tous, son père, lui, est là. Tous les regards se tournent vers lui à son arrivée. L'église était pleine à craquer. Jack et Karen Koslow avaient beaucoup d'amis. Et là, il est entré dans l'église, blessé. Il souffrait. Il avait un bandage autour du cou. On le dévisageait de toutes parts. La police était là, elle aussi. Les enquêteurs ne l'ont pas lâché des yeux un seul instant. Tout le monde le croyait impliqué. On se demandait comment sa femme avait pu être massacrée alors que lui était sur pied pour aller à son enterrement. Mais si Jack fait semblant, il est très bon acteur. Il était livide. On aurait dit un fantôme. Je ne lui ai rien demandé. J'ai préféré le laisser tranquille. C'était l'enterrement de sa femme, après tout. C'est la première fois que je me suis dit qu'il n'était peut-être pas coupable. Il avait vraiment une mine terrible ce jour-là. Ses blessures étaient très graves. L'entaille au niveau de sa gorge était très profonde. Même si celle de Karen était pire, quand Jack est arrivé aux urgences, le chirurgien a dit qu'il ne savait pas s'il allait pouvoir s'approcher autant de la carotide, tellement le couteau était passé près. À l'arrière du crâne, il souffrait de fractures par compression. Des fragments d'os s'étaient même détachés. Je ne voyais pas comment il aurait pu s'infliger ce genre de blessure. L'entaille au niveau de la gorge était impressionnante. Pour moi, il était impossible qu'il se soit fait ça tout seul. Malgré ces observations, la police le considère toujours comme un suspect. Les enquêteurs sont tellement sûrs de sa culpabilité qu'ils ont réussi à obtenir un mandat d'arrêt contre lui. Mais ils ignorent qu'un coup de fil est sur le point de tout changer. Alors que la police a fini d'examiner la scène de crime, les enquêteurs prennent conscience que la version des faits de Jack au sujet de 2 intrus pourrait bien être vraie. Ils découvrent une preuve irréfutable sur un climatiseur à l'extérieur de la maison des Koslow. Au-dessus du compresseur, on a retrouvé 2 empreintes de chaussures bien distinctes. L'une avec des sortes de lignes entortillées, l'autre avec des formes géométriques. Dans la maison, les taches de sang confirment la version de Jack selon laquelle sa femme et lui ont fait l'objet d'une agression. Il y avait du sang dans toute la chambre. Ces traces prouvent que quelqu'un se trouvant tout à côté a été frappé très violemment et s'est retrouvé par terre.
Ici, on a une grosse tache de sang de l'autre côté de la table. Il y avait 2 personnes allongées par terre, pas seulement une. Les enquêteurs éliminent Jack de la liste des suspects. Pour trouver une piste sur les vrais coupables, ils lui demandent de retourner chez lui et de leur expliquer l'agression dans les moindres détails. I remember seeing the door come open, and it seemed to me like at a dead run, running to get over here, and I could hear this guy yelling, "We've got guns, get down," and then I remember, beating and beating and beating. I remember waking up, and I reached over and picked her up, and just knew. I knew. I knew that she was dying, and I remember being down on my hands and my knees, or sitting, having something here that appeared to me to be like a telephone, and I can remember turning it around, trying to find the numbers to dial 911. Quand un mari tue sa femme dans votre rue, c'est tragique. Mais quand 2 meurtriers sont en cavale, choisissant leur victime au hasard, alors ça devient terrifiant. Toute la population de Fort Worth vit dans la peur. La police surveillait les maisons, mais comme tous ces gens étaient riches, ils faisaient en plus appel à des entreprises de sécurité privées. On n'avait pas l'habitude que des crimes soient commis dans le quartier. On faisait tout un tapage autour de cette affaire. Les rumeurs allaient bon train. Et tout ça se passait dans un quartier riche, où vivaient des gens de la bonne société. Il n'en fallait pas plus pour envenimer la situation. Le voisinage voulait que le coupable soit arrêté, qu'il soit mis derrière les barreaux pour se sentir en sécurité. En dépit des réclamations des voisins, la police n'a aucune idée de l'identité des intrus, ni de leur mobile. Nous faisions très attention. On voulait mettre la main sur le suspect principal et découvrir qui étaient les coupables. La scène de crime était très complexe. Il a fallu un très grand niveau d'expertise pour répertorier toutes les informations afin de se faire une conviction. 12 jours après le meurtre, la police reçoit un appel très surprenant. Un certain Paul Carrillo avait laissé un message. L'enquêteur l'a rappelé et a découvert qu'il s'agissait d'un homme qui semblait en savoir long sur le crime. L'officier est allé le voir. Paul Carrillo lui a remis une veste qui avait été portée et qui était couverte du sang des Koslow et un pied de biche qui avait servi à les frapper. Ces 2 éléments correspondaient à ce que la police et le bureau du procureur avaient découvert sur la scène de crime. Paul Carrillo affirme qu'un ami lui a demandé de se débarrasser de ces objets couverts de sang parce qu'ils avaient servi pour un meurtre. Il a accusé un certain Jeff Dillingham. Ce nom n'avait encore jamais été mentionné au cours de l'enquête. Jeff Dillingham, un jeune étudiant qui vient juste de terminer le lycée et travaille dans un vidéoclub, n'a rien du suspect idéal. Jeffrey Dillingham était un élève brillant. Il avait la réputation d'être un bon gamin. Il était apprécié à son travail. Il n'avait jamais eu d'ennui avec la police. Il avait des amis. Il allait s'inscrire à la fac. Il ne connaissait pas Jack et Karen Koslow et il n'avait aucune raison de leur vouloir du mal. Personne ne savait qui était ce Jeffrey. Comment un jeune homme à l'air inoffensif a-t-il pu se retrouver impliqué dans un violent massacre dans les beaux quartiers? Eh bien, la réponse va en choquer plus d'un. Deux semaines après la brutale agression du couple, les enquêteurs vont chercher Jeffrey Dillingham et lui présentent la version des faits de son ami Paul Carrillo, ainsi que les preuves que celui-ci leur a rapportées. What I'd like you to do then is to start now and in your own words tell me exactly what happened as best you can remember. Il ne met pas bien longtemps à passer aux aveux. Drove to Karen's house. I got out of the car, went around the side, stood on the air conditioning or heating or whatever, and things they were, and jumped over the fence.
Went to the back door. I fiddled with the door for a while. The door started to give way. I pushed, it snapped. I ran upstairs and I kicked in the door. Mrs. Coslow was lying in bed. Mr. Coslow was going for the closet. I told him to get back and lay on the floor. And then I asked Mrs. Coslow to get on the floor. I hit Mr. Coslow in the back of the head with the pry bar. And I hit Mrs. Coslow. And I hit Mr. Coslow some more. And Mrs. Coslow started screaming, and I hit Mrs. Coslow some more. Son récit était froid. Il a notamment évoqué le moment où il a frappé Karen Coslow à la gorge avec le pied de biche. She started screaming, so I hit her because I was scared. Was she laying on her back or on her face? Did she get up? Like I said, I hit her and she turned around, and then that's when I hit her in the front. What happened when you hit her that time? She quit doing, resisting and fighting and stuff. She just kind of laid down to let it pass. Quelle froideur dans l'évocation de la mort de Karen Coslow. L'enregistrement ne trahissait aucune émotion. Les enquêteurs poussent Jeffrey Dillingham à donner le nom de son complice. It was brought to me by Brian about robbing the house is how it started. Now who is Brian? Brian Salter. Okay. He had a plan to rob his girlfriend's father's house because there was supposed to be $4,000 or $5,000 in cash in there. You know who his girlfriend is? Christy Coslow. On a immédiatement lancé un mandat d'arrêt contre Brian et Christy. La police a bloqué leur voiture alors qu'ils étaient ensemble. Les officiers les ont arrêtés et placés en garde à vue. On était au volant avec mon père. Christy et Brian sont partis de chez elle, dans sa petite voiture. Et d'un coup, leur véhicule s'est retrouvé bloqué par 3 ou 4 voitures banalisées. On est passé juste à côté. C'était impressionnant à voir. Alors que Christy et son petit ami de 20 ans se font arrêter, Jeffrey Dillingham poursuit son passage aux aveux. I understand you to say that Brian approached you with this idea, and you understood that he had gotten the idea from Christy. Is that correct? From what I was told by Brian, and Brian said it was approved by Christy that I was supposed to get $1 million for the deal. From what? Her inheritance or something? From the inheritance that she was supposed to get from Jack and Karen. Christy avait convaincu Brian qu'elle était dans le testament et que si les deux mouraient, alors tout l'argent de Karen lui reviendrait en raison de sa filiation avec Jack. Sur la sellette, Brian Salter désigne sa petite amie Christy comme étant le cerveau de l'affaire. Elle avait dessiné un plan, donné le code pour l'alarme. Elle les avait amenés devant la maison plusieurs fois. Avec les aveux des garçons, la police pense détenir un dossier ultra solide contre Christy. Mais elle joue rapidement les victimes. It started out a long time ago, he and I talking about just stuff that they had in their house, and then he and his friend were like, oh, well, what would happen if they, if they weren't around? And so they started pushing the idea on me. Elle s'est mise à pleurer, à affirmer que ça n'avait jamais été ce qu'elle avait voulu. Qu'il était possible qu'elle ait dit qu'elle voulait les voir morts et qu'elle pourrait donner de l'argent à celui qui se chargerait des meurtres. Mais elle n'était pas sérieuse, c'étaient les paroles d'une ado rebelle. It'd be easier for me and my mom both, because they had both dealt with so much misery for the last 9 or 10 years. And I guess I meant it when I said it, but I didn't think it would actually happen, all like it's happened. I didn't think it wasn't real to me. Mais sa belle-mère est bel et bien dans sa tombe. Et son père a eu la gorge tranchée. On aurait pu espérer qu'après des années passées dans plusieurs établissements privés, Christy aurait acquis un peu de bon sens. Mais apparemment, la petite princesse vit comme bon lui semble.
What I'm saying is that a murder is a murder is a murder. The fact that teenagers are involved in murder is becoming more and more usual, unfortunately. I knew that she had problems with her father in the past, and I knew that she didn't like Karen, but I didn't think things ran this deep. She didn't like her. She didn't like she was a threat to her, but not really. Tonight, stepdaughter Christy Koslow, her boyfriend Brian Salter, and friend Jeffrey Dillingham are each being held on $500,000 bonds. All three confessed. Tout s'est déchaîné. Christy is a demanding girl who had a strange effect over her ex-boyfriend, Brian Salter. The prosecution expects a trial date to be set within the next month. For now, they remain in custody at the Tarrant County Jail. It became bizarre. C'était étrange. Tout le monde avait été obsédé par cette histoire pendant 2 semaines. On ne parlait que de ça, le meurtre de Karen Koslow. Et d'un coup, il s'est passé ça. Et on est passé à la vitesse supérieure. Personne ne voulait croire que des gamins aient pu faire ça. La seule personne qui ne semble pas vraiment surprise est Jack Koslow. Jack se doutait que Christy pouvait être impliquée parce qu'il savait à quel point elle détestait sa belle-mère. Il y avait déjà eu des problèmes, des conflits, et Christy estimait qu'elle méritait d'avoir plus dans la vie. Personne au lycée n'aurait osé penser que Christy était l'élève la plus susceptible de tuer ses parents. Mais toute cette affaire n'a rien d'une blague. Si l'accusation obtient ce qu'elle veut, Christy risque de devoir remplacer ses vêtements de créateur par la tenue orange du couloir de la mort. Alors que l'accusation prépare le procès, Christy est désignée comme le cerveau du complot, les 2 garçons n'étant que ses petites mains. Christy a engagé Brian. Brian s'est laissé convaincre parce qu'il y a vu le moyen d'accéder à un niveau de vie qui lui était jusqu'à présent interdit. Il a engagé Jeffrey Dillingham et lui a dit que Christy le paierait $1 million s'il acceptait de participer. Le jeune homme s'est dit que c'était une bonne affaire. Mais les aveux de Christy ne sont pas aussi convaincants que la police le voudrait. Les propos de Christy apportaient les éléments essentiels. Elle avait de mauvais rapports avec sa belle-mère, elle avait sans doute dit qu'elle aimerait les voir morts, sans doute dit à Brian Salter que si ça devait arriver, elle toucherait beaucoup d'argent. Sa culpabilité était quasi évidente, mais il y avait quand même quelques failles dans le dossier. L'État du Texas décide de juger Jeffrey Dillingham en premier. Si on a un dossier solide, ça peut faire un effet domino et tout s'enchaîne comme on le voudrait. C'était Christy que l'accusation voulait coincer. C'était elle le cerveau du groupe, elle qui avait tout manigancé. Jeffrey Dillingham ne voulait pas du marché proposé. On est donc allé au procès en attendant de voir ce qui allait se passer. Le procès fait l'objet d'une telle publicité qu'on décide de le déplacer à Wichita Falls. Christy Koslow, Jack Koslow's adopted daughter, had hired Brian Salter, her boyfriend, and Jeffrey Dillingham to murder Jack Koslow, her father, and Karen Koslow, her stepmother. You will hear the facts of the crime itself, the details of what happened in that bedroom through an audio-taped confession. This defendant's own words, his own voice, will tell you how he planned the crime as best he could because he did not want to get caught. Pendant tout le procès, l'État du Texas a l'avantage. Jack Koslow est un témoin de poids. They ordered us to lie down on the floor, and I laid down on the floor just at the foot of the bed, and Karen got off of the bed and came down and lied down beside me. Je me souviens très bien comment Jack Koslow a donné tous les détails, tout en restant parfaitement maître de lui-même. Karen had a very thick head of hair. She had beautiful hair. One of the things that I remember is that there was so much blood on her that blood was all over her head. Il aurait pu facilement se mettre en colère, mais il est resté très calme. Il ne s'est pas démonté, il n'a pas craqué. Mais il n'en est pas de même pour Jeffrey Dillingham.
Pendant le procès, tous les jours, il n'a pas arrêté de sangloter. Et il avait la tête baissée, les mains qui tremblaient en permanence. Il pleurait sans arrêt. Il était en train de sombrer et ne faisait rien pour améliorer son cas. Les choses empirent encore quand son ancien ami Paul Carrillo vient à la barre. Jeff asked me how I had been doing. What did you respond? I responded that I had not been doing very well. In response to which he replied, well, I've had a worse time. And said that he had killed someone. Paul Carrillo était le lien avec l'arme du crime, également avec le vêtement couvert du sang de Jack et Karen. C'était un témoin clé. Mais c'est l'accusé lui-même qui fournit la plus importante pièce à conviction. Ses aveux. Voilà l'élément clé. Il avoue ce qu'il a fait. Well, she started to scream, so I hit her because I was scared. Was she laying on her back or on her face? Did she get up? She, like I said, I hit her and she like turned around, and then that's when I hit her in the front. What happened when you hit her that time in the foot? She like quit doing, resisting and fighting and stuff. She just kind of like laid down to like let it pass. Même s'il n'a pas témoigné, même si on l'a à peine vu parce qu'il avait la tête baissée, c'est Jeffrey Dillingham lui-même qui a creusé sa propre tombe. We know from the defendant's statement where he said she was screaming, so I delivered a blow to her throat and she stopped. What could be clearer than that? Il faut au juré moins de 2 heures pour reconnaître Jeffrey Dillingham coupable de meurtre, puni par la peine de mort. Le lendemain, il décide de son sort. Any reason sentence should not be pronounced. It's the order of this court that you, Jeffrey Dillingham, having been adjudged by the jury to be guilty of the offense of capital murder, it is therefore the order of this court that your punishment shall be death, and that before the hour of sunrise on a date to be determined by this court at the State Penitentiary in Huntsville, Texas, you shall be caused to die by intravenous injection of a substance or substances in lethal quantity sufficient to cause your death, and until you, the said Jeffrey Dillingham, are dead. De retour à Fort Worth, l'accusation se prépare au procès de Brian Salter. La sélection du jury du procès de Brian Salter devait commencer 2 semaines plus tard, quand on a été contacté par ses avocats. Il voulait trouver un accord et éviter la peine de mort en acceptant la perpétuité. Sa vie sera épargnée, mais seulement s'il avoue tout. Brian a joué un rôle clé dans l'accusation de Christie, ça ne fait aucun doute. Le dossier de Christie était le moins solide. Jeffrey avait été condamné à mort, alors qu'il était peut-être moins coupable que lui. Du coup, Brian Salter a accepté de témoigner contre Christie. D'après Brian Salter, Christie l'a conduit dans le quartier de Rivercrest pour qu'il voie sa cible. Brian est resté dans la voiture et a vu Christie frapper à la porte, prendre son père dans les bras et lui dire combien elle l'aimait. Le baiser de Judas. Brian nous a donné les noms d'amis auxquels elle s'était confiée. She's like, well, if this kind of thing happened to my dad, then, we can make a lot of people rich, Les enquêteurs découvrent que sa bande d'amis aux parents fortunés n'ont fait qu'encourager ses mauvaises intentions. Il y avait une blague récurrente. Qui s'achèterait la plus belle voiture à ses 18 ans avec tout son argent? Ses amis venaient tous de familles riches. C'étaient des enfants pourris gâtés qui ne pensaient qu'à eux, qui voulaient qu'on cède au moindre de leurs caprices et avoir une vie de rêve. Mais Christie est allée plus loin. Christie pensait qu'elle allait toucher une somme énorme et elle demandait qui serait prêt à tuer ses parents. On ne la prenait pas au sérieux. On pensait qu'elle en faisait des tonnes pour nous impressionner et nous faire rire, nous donner l'impression qu'elle était cool. En fait, Christie était très immature. Elle avait à plusieurs reprises déclaré qu'elle voulait que quelqu'un les tue. La défense devait faire comprendre au jury pourquoi elle avait fait de telles déclarations. Les convaincre qu'elle ne parlait pas sérieusement. En juin 1994, la jeune Christy Koslow, alors seulement âgée de 19 ans, est jugée pour meurtre. Elle risque la peine de mort.
L'accusation avait assez de preuves pour espérer obtenir un verdict de culpabilité. Des aveux écrits enregistrés. C'étaient des pièces à conviction essentielles, mais leur dossier n'était pas béton non plus. Notre dossier reposait sur Brian Salter, sur le fait que Jeffrey et lui connaissaient l'intérieur de la maison. Ils savaient que les Koslow y gardaient des armes. Ils connaissaient le code de l'alarme. Ils savaient où était la chambre. On avait peu de preuves matérielles. Christie avait pris soin de ne jamais entrer en contact directement avec Jeffrey Dillingham. Elle était en relation avec Brian Salter, qui a joué le rôle d'intermédiaire entre elle et Jeffrey Dillingham. Plusieurs anciens amis viennent témoigner pour l'accusation. Je n'étais pas très à l'aise à l'idée de devoir me retrouver en face d'elle et d'affirmer que je pensais que c'était elle qui avait commandité le meurtre. C'était dur de prendre sa défense quand on pensait à toutes ces fois où elle avait évoqué la chose. À l'époque, on pensait qu'elle blaguait, mais en fait, non. Mais la défense prétend qu'il ne s'agit là que d'un malentendu. She's a young girl with no past criminal history, 17 years old when this happened. En lui parlant, j'ai eu l'impression qu'elle ne se rendait pas compte des conséquences. Il est possible que, malgré ce qu'elle a dit, elle n'ait jamais vraiment voulu voir deux personnes être tuées. C'était de l'esbrouf. Elle a grandi au sein d'une famille dysfonctionnelle. Ses parents étaient en conflit et je pense que ça explique certaines de ses réactions. L'accusation ne compte pas se laisser faire. Elle prétend que la pauvre petite fille riche est une tueuse de sang-froid. Brian Salter a affirmé avoir discuté avec Christie après les faits. Il lui a raconté ce qui s'était passé, lui a dit qu'il n'était pas bien parce que ça avait mal tourné, qu'il avait peur. On a retrouvé trace de cet appel téléphonique. Il l'a bien appelé au moment où il l'a dit. Elle leur a donné le code, l'accès à la maison. Elle était autant impliquée qu'eux. Elle ne s'est juste pas rendue sur place. Certains auraient pu penser qu'elle était très intelligente en essayant de leur faire porter le chapeau à tous les deux, en disant que c'était leur idée. Mais en fait, ce n'était que grâce à elle qu'ils pouvaient espérer toucher l'argent. Elle est restée auprès de Brian Salter après le crime. S'il l'avait mal comprise et qu'elle n'avait pas voulu que ça arrive, elle ne serait pas restée avec lui. Même avec son nœud dans les cheveux, Christie n'a jamais eu l'air aussi coupable. Si elle s'attend à ce que son père décide de la défendre, elle est loin du compte. Jack vient à la barre et affirme que sa fille est un danger pour la société et qu'elle mérite la peine de mort. It is a consuming hatred. It is total. And it is gripping. And that's why she told other people. Not because she's a fantastic criminal, but because she was consumed with this malignancy. Lors de leur plaidoirie finale, la défense et l'accusation dépeignent deux portraits bien différents de Christie Koslow. Then Christy Koslow was never in a meeting with the two of them when they planned this murder. She does not have the intellectual maturity to organize a rock fight. And yet, they want you to think that she orchestrated, controlled, and directed. This is her lame explanation for setting the events into operation that she did. That she was slapped when she was little. How stupid do they think we are? Après 8 jours de témoignages, le jury se retire pour délibérer. 3 heures plus tard, le verdict tombe. We, the jury, find the defendant guilty of the offense of capital murder as charged in the indictment. Signed, H.L. Lang. I wouldn't say it was a surprise at all. I've said all along we were optimistic, and we were optimistic, but certainly not surprised at this verdict. Christie attend sa condamnation. To be the order, judgment, and decree of this court that you be sentenced to life in the institutional division of the Texas Department of Criminal Justice, and that you be taken by the sheriff of this county and delivered to the director of that institution to serve your sentence as required by law. C'est sûr que c'est mieux qu'une condamnation à mort, mais sa situation n'a quand même rien de très enviable.
Cette jeune fille de 19 ans n'avait plus aucune perspective d'avenir. Sa vie était finie. C'est triste. Je pensais vraiment qu'elle serait condamnée à mort. J'en étais persuadé. J'étais très surpris par sa condamnation. C'est très dur pour un jury de condamner à mort une jeune femme, une ado. C'était couru d'avance qu'elle ne serait pas condamnée à mort. Ça ne m'a pas étonné. I'm sympathetic to her father to testify against her, and I hope there's some forgiveness in his heart. I think she got what she deserved. Peu importe le verdict, la plupart des personnes impliquées dans l'affaire ont envie de tourner la page. It's been a long case. It's been a long process. I'm just glad that it's done. Glad to have this one over? Yes. No comments, please. Can't talk to you. How are you doing? Everybody's fine. Pour d'autres, l'édifiante histoire de Christy devrait servir d'avertissement. Christy n'était pas bête. Elle n'avait pas de très bonnes notes en cours, mais c'était une jeune fille intelligente. Elle s'est servie de son intelligence autrement. Je pense que c'est le divorce de ses parents qui a tout déclenché. Quand on a l'habitude que tout le monde nous obéisse au doigt et à l'œil, on peut vite basculer. Elle ne s'entendait pas très bien avec ses parents, mais c'est normal quand on a 16-17 ans, non? Elle voulait être la petite fille à son papa, mais ce n'était pas le cas. Le meurtre de Karen Koslow est entré dans les annales. C'est vraiment quelque chose. Une enfant qui se retourne contre ses parents, avec les terribles conséquences qui en ont découlé. Les gens se sont penchés sur leur propre situation familiale et ils ont pris conscience de la chance qu'ils avaient en comparaison de cette terrible affaire. En 2000, Jeffrey Dillingham est exécuté par injection létale. Christy, qui pensait toucher le jackpot, s'était bien trompée. Le testament ne prévoyait de lui verser que l'argent nécessaire pour payer ses études. Elle aurait mieux fait de se renseigner. La famille de Karen aurait sans doute tout donné pour qu'elle soit en vie aujourd'hui. C'était Dominique Dunn. Merci de nous avoir suivis. Thank you.